retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. J'étais à Paris avec ma copine Sophie, ma copine de book club, du compte Instagram The Curiosity of S que vous commencez à connaître comme si c'était moi, qu'elle était véritablement mon binôme au fil des semaines sur cette chaîne. C'était vraiment trop bien, mais si vous voulez savoir un peu plus en détail ce que nous avons fait, je vous invite à aller voir mon précédent vlog que je vous mettrai juste ici dans le petit i. Et dans ce vlog, je vous parle également de ma lecture en cours, mais que j'ai terminée entre-temps. Et donc je vous parle du dernier tome des Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le destin de Julia Chapman. Alors, comment dire? Alors déjà, si vous ne le savez pas, les Détectives du Yorkshire, c'est ma saga de Cozy Mystery préférée. J'adore l'univers de Brunecliff, j'adore ses habitants, j'adore les mystères de chaque tome, j'adore véritablement cette histoire qui me transporte à chaque fois comme si je rendais visite à ma famille en fait. Voilà, j'ai vécu plein de sensations avec eux, j'ai rigolé, j'ai eu mon cœur serré, j'ai pleuré. Bon, peut-être pas non plus à chaudes larmes, mais j'ai eu des petites larmes qui ont mouillé mes yeux. Voilà, Brunecliff, c'est un endroit, c'est un village dans lequel j'ai envie de déménager, j'ai envie d'aller boire des pintes de bière avec les habitants. C'est une saga qui a une énorme place dans mon cœur. J'avais adoré les 9 premiers tomes. Et là, malheureusement, le 10e tome, alors, je vais pas dire que c'est une déception, parce que... Enfin... Si. En fait... En soi, ce n'est pas une mauvaise lecture. Ça se lit quand même bien, c'est agréable entre guillemets. Mais honnêtement, je m'attendais à mieux. Parce qu'en plus, ce 10e tome, c'est le dernier de la saga. Elle n'en écrira plus. Brunecliff, c'est terminé. L'agence de recherche des Vallons, c'est terminé. Se balader dans les collines à la recherche de meurtriers avec Samson, Delilah et Calimero, c'est terminé. Et en fait, je trouve que ce 10e tome conclut malheureusement mal cette saga. Donc en fait, déjà j'ai trouvé dès le début que la plume était vachement différente des autres premiers tomes. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais que c'était écrit de manière très simpliste, un peu trop simpliste. Il y avait quelque chose, voilà, dans la plume qui me dérangeait. Et en plus, dès le début, j'ai trouvé que les personnages principaux, donc Samson, ce détective privé, et Delilah, qui est un génie de l'informatique, qui ont tous les deux des caractères forts et des personnalités très intéressantes, en fait, elles ont été complètement lissées dans ce 10e tome. Et Samson et Delilah ont une relation, c'est un spoil, mais bon, vous doutez bien que dans une saga de Cozy Mystery, tout est bien qui finit bien. Samson et Delilah finissent ensemble, ils se mettent en couple parce qu'ils se tournent autour quand même pendant vachement de tomes et puis enfin ils se sont décidés à s'avouer leurs sentiments. Et puis là ici ils ont une relation de... En fait Samson est jaloux d'un mec qui pense tourner autour de Delilah. Delilah, elle fuit complètement Samson. On voit qu'il y a des non-dits entre eux alors que dans les autres tomes ils se seraient parlé franco dès le début. Là, non. Ils s'évitent, ils ne se parlent pas. Il y a un développement de jalousie de Samson envers un autre mec. Delilah, elle doute de ses sentiments tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Alors, on l'apprend un peu plus tard dans le livre, mais honnêtement... j'ai envie de dire, ma fille, il y a des choses plus graves dans la vie, quoi. Voilà. Donc il y a ça qui m'a un peu déçue. Il y a également les autres personnages qui avaient également des caractères forts, comme par exemple Ida, qui est la voisine de Samson, qui est cette femme de ménage au caractère bien trempé mais au cœur en or. Elle a jamais sa langue dans sa poche, et là, bizarrement, elle l'a. En tout cas, elle la garde bien en bouche, au lieu de sortir ses éternelles piques et remises en... Comment dire? Elle secoue souvent les personnages, Ida, et là, bah, pas du tout. Elle aussi, elle est lissée. Et après, en fait, l'histoire tourne autour d'autres personnages, mais des personnages qui sont totalement nouveaux. Donc en fait, l'enquête va tourner autour d'un ancien habitant de Brunecliff qui est venu prendre sa retraite dans ce village-là, et son neveu. Et en fait, ces personnalités-là, on n'en entend jamais parler en fait. Et donc du coup que le dernier tome tourne autour de nouveaux
habitants un petit peu sortis de nulle part, c'est extrêmement frustrant, d'autant plus qu'en fait, il y avait des histoires entre d'autres habitants qui avaient été amorcées dans les tomes précédents, et ben dans celui-ci, il n'y a aucune conclusion. Et du coup, je me dis à quoi ça a servi de faire en sorte que certains personnages secondaires deviennent principaux, de commencer à faire entrevoir des liens qui pourraient se tisser entre deux personnages, puis encore deux autres personnages, et puis voilà, sans au final aller au bout, de ne pas exploiter en fait cela. Pourquoi avoir fait une enquête autour de nouveaux personnages alors qu'il y avait matière à faire sur les personnages déjà existants? En plus, l'enquête en elle-même, alors il faut attendre la page 220 pour qu'il y ait véritablement de l'action. Entre la page 1 et 220, c'est long, c'est tiré en longueur, il se passe pas grand chose et c'est vraiment chiant. Et une fois que l'événement, en l'occurrence le meurtre, est survenu, ben l'enquête, on ressent en fait le souffle des tomes précédents. On sent que voilà, il va y avoir une enquête, qu'il va y avoir le même dynamisme que dans les 9 premiers tomes. Et puis au final, ça retombe un peu comme un soufflet. L'enquête, encore une fois, est tirée en longueur. Et encore une fois, mais on s'en fiche de ces personnages qui viennent d'apparaître. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les personnages qu'on connaît déjà, qu'on a suivis depuis le premier tome jusqu'au 9e tome. Ces deux-là, les deux qui interviennent là, mais on s'en fout. Véritablement, on s'en fout. Et du coup, bah, l'histoire, ouais, elle est tirée en longueur. Alors oui, il y a des rebondissements, il y a pas mal de suspense. Moi, personnellement, j'avais très rapidement deviné, dès le début, l'identité du coupable et un petit peu la tournure qu'allait prendre l'enquête. Ça ne m'a pas empêché de quand même passer un bon moment par rapport aux différents rebondissements et différentes pistes, donc fausses pistes, hein, que Julia Chapman pose par-ci par-là dans le roman. Mais finalement, franchement, c'est une enquête somme toute banale, somme toute facile, où je trouve qu'il n'y a pas des masses d'intérêt. La partie qui m'a véritablement le plus intéressée, en fait, c'est l'épilogue, parce que, petit spoil, c'est dédié au mariage de Samson et Delilah. Donc on se dit, voilà, il y a un côté tout est bien qui finit bien. C'est vrai que moi, j'attendais à voir ce mariage dans ce 10e tome, donc je suis ravie. Mais cette scène, elle dure 3 pages. Donc voilà, c'est assez décevant. En fait, je sais pas trop... Enfin, ce que j'attendais véritablement de ce tome, c'était bien évidemment un tome avec du mystère et une enquête, voire plusieurs enquêtes, hein, pourquoi pas, même des enquêtes mineures en fait, de vol de bétail ou de vol de vélo, de vol de saucisses à la boucherie ou j'en sais rien. Mais quand même, être dans le quotidien en fait de nos personnages préférés sur des petites enquêtes qui vont quand même maintenir le suspense pour qu'il y ait quand même ce côté très cozy mystery avec voilà quand même du suspense. Mais en fait, moi ce que j'espérais véritablement, c'était que dans ce tome, on fasse le tour un peu de toutes les histoires qui ont été amorcées dans les 9 premiers volumes et qu'on conclut en fait les histoires de chacun. Donc je pensais potentiellement, pour pas que tout se clôture en une seule et même période temporelle, avoir plusieurs avancées dans le temps, je sais pas, les 4-5 premiers chapitres telle année, puis ensuite, telle année, tel mois, puis ensuite quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, on trouve une autre histoire. Peut-être potentiellement, alors pas vraiment sous la forme de nouvelles, mais en tout cas sur la forme d'enchaînement d'enquêtes avec des liens plus ou moins étroits entre elles, mais au moins qui permettraient de suivre les personnages et de voir leur évolution et les conclusions à leurs histoires personnelles. Voilà, moi je m'attendais véritablement à un gros point final à cette histoire, et en fait, je trouve que ce tome a été clairement le tome de trop. Pour moi, ça aurait très bien fait le taf si Julia Chapman avait arrêté sa saga au 9e tome. Parce que ça termine sur un final que j'ai trouvé très émouvant, très positif, où on retrouve véritablement l'âme de Brunecliff, où on retrouve tous les personnages. Et le final du 9e tome, je le trouve vraiment super. Et je trouve qu'elle aurait dû finir là-dessus. Alors je sais pas trop si c'est elle qui de base voulait écrire 10 tomes ou si c'est la maison d'édition qui l'a poussée à l'écrire, ou est-ce que la maison d'édition a également poussé Julia Chapman à l'écrire rapidement? Je ne sais pas. Mais le fait est que je trouve ce tome vachement en dessous des autres
Et en plus, et ça c'est un gros point négatif, et ça c'est quelque chose qui m'a véritablement énervée lors de la lecture, c'est qu'en fait, il y a des gros problèmes temporels dans ce livre-là. Donc l'histoire de ce livre se passe 18 mois après l'arrivée de Samson à Bruncliff, et on fait référence de temps en temps à certaines enquêtes des précédents tomes. Donc, 18 mois, très bien. On suit la directrice de la maison de retraite qui explique que les événements qui sont survenus à Fellside Court, je ne sais plus comment on le prononce, Fellside Court, enfin bref, à la maison des petits vieux, quoi, c'était il y a 8 mois. Sauf qu'elle fait référence à une enquête, l'enquête du tome 2. Et puis plus tard, il y a un autre personnage qui intervient dans le tome, je sais plus, 5 ou 6, qui dit « Ah, les faits qui sont survenus, c'était il y a 1 an. » Non mais attends, non, là ça va pas. Vu que les faits du tome 2, c'était il y a 8 mois, comment est-ce que c'est possible que les faits du tome 5 ou 6, ce soit il y a 1 an? Il y a quelque chose... Les comptes sont pas bons, Kevin. Les comptes ne sont pas bons. Et ça, ce problème de chronologie, on le retrouve tout du long. Véritablement, il y a en fait un cafouillage au niveau des enquêtes où elles se croisent et en fait, elles parlent des événements survenus dans le tome 8 d'il y a 1 an, puis les événements survenus dans le tome 5 d'il y a 5 mois, enfin bref, véritablement un véritable cafouillage d'un point de vue chronologique, et je me dis que si on en est arrivé là, potentiellement c'est parce que elle a dû l'écrire vite, ou en tout cas... ou avec un manque de volonté, ou un manque d'envie, un manque de passion, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a quelque chose de palouche là-dessous, quoi. Et c'est dommage que Samson et Delilah n'existent pas dans la vraie vie, parce que sinon, moi je peux vous le dire, je les aurais mis sur cette enquête, et j'aurais bien aimé savoir les véritables raisons pourquoi ce tome, c'est un coup de crotte. Pour citer ma copine Sophie, on s'est dit que en littérature, on parle beaucoup de coups de cœur, et au final, pour parler de nos déceptions, eh bien maintenant, on utiliserait le mot coup de crotte. Coup de crotte en français, mais on aime bien poser de temps en temps de l'accent british comme ça, parce que, you know, Detective Yorkshire, it's British, so coup de crotte. Donc voilà, en tout cas pour terminer sur une note un peu plus fun et positive sur ce livre-là, voilà, je vais pas mentir, j'ai quand même le cœur très serré à l'idée d'avoir terminé cette saga des détectives du Yorkshire. Ça me fait mal de quitter ce village, de quitter ces personnages, de me dire que plus jamais je relirai un tome des détectives du Yorkshire, plus jamais je serai émerveillée par les personnalités véritablement hautes en couleur des différents personnages qui peuplent Bruncliff. Et ça me fait encore plus mal au cœur que la dernière enquête ait été une petite déception. Mais voilà, malheureusement, ça arrive. Mine de rien, la saga des détectives du Yorkshire, ça restera tout de même, malgré cette petite déception, ma saga de Cozy Mystery préférée, en tout cas pour le moment, au moment où je vous parle, donc en janvier 2025. On verra, peut-être qu'un beau jour, je vous parlerai d'une autre saga qui aura ravi la première place. Mais en tout cas, voilà, pour mon avis sur ce livre... Ça fait quand même mal, hein. Et ça fait encore plus mal d'avoir un avis négatif, mais bon, bref, on va pas tourner autour du pot. C'est comme ça, c'est la vie. Sinon, bah écoutez, je sais pas encore trop ce que je vais lire après. J'avoue que j'ai pas envie de me replonger dans un roman. J'ai envie, je pense, de lire une petite BD, et je pense que je vais continuer la saga Un putain de salopard. Je vous avais parlé du tome 1 de Putain de salopard, parce que c'est une BD que j'avais reçue de la part de mes beaux-parents à Noël, et je l'avais lue du coup dans la foulée, donc le 26 décembre. Je vous ai fait un avis lecture d'ailleurs sur cette BD dans un de mes précédents vlogs que je vous mettrai juste ici. Et comme je vous l'ai dit dans un autre vlog que je vous mettrai, devinez où? Eh oui, juste ici. J'ai acheté le tome 2, le tome 3 et le tome 4 parce que c'est donc une saga de BD en 4 tomes. C'est une saga qui est en fait du genre thriller. Et j'ai totalement accroché avec le premier tome, donc j'ai hâte de continuer cette saga, et je pense que je vais me sortir le tome 2. Ouais, j'ai envie de continuer le week-end sur ce tome-là. En tout cas, moi, je me réjouis parce que demain, c'est dimanche, et j'ai réunion book club avec mes copines. Et j'ai hâte de les retrouver parce qu'on ne s'est plus vu depuis le mois de décembre, et donc voilà, je me réjouis trop.
Alors, bah écoutez, c'est là-dessus que je clôture ce premier rush de la semaine et je vous dis donc à plus tard. Hello, on se retrouve, on est lundi et je viens clôturer cette 42e semaine de vlog. Alors pour l'occasion, j'ai remis ma tenue pilou rose de gangster. Wouhou. Voilà, j'avais envie d'être un petit peu à l'aise, je viens de prendre un bain, je viens de passer un bon moment agréable de repos, on est lundi, un petit bain routine skincare, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, je viens vous faire un petit update lecture. Parce que je vous avais dit que je savais pas trop ce que j'allais lire après les détectives du Yorkshire et que je pensais sortir une BD de ma palle. Et ce fut le cas. Enfin, pas vraiment, parce que je n'ai pas sorti une BD. J'en ai sorti deux. J'ai continué la saga de Un putain de salopard de Loisel et Pont. J'avais eu, donc ça je pense que je vous l'ai expliqué dans le précédent rush, mais j'avais eu le premier tome de cette saga, je l'avais reçu de la part de mes beaux-parents pour Noël et j'avais totalement accroché avec le premier tome. J'avais trouvé l'histoire intéressante, très mystérieuse et relativement addictive. En plus, le premier tome se terminait sur un cliffhanger et je n'avais qu'une envie, c'était d'enchaîner avec la suite que je n'avais pas à l'époque. Et quand je suis partie à Metz avec Sophie, donc ma copine de book club, j'avais acheté les 3 autres tomes, donc parce que c'est une saga qui est divisée en 4 volumes, en 4 tomes de BD, et donc j'avais acheté les 3 derniers volumes qu'il me manquaient, et bah voilà, j'en ai lu 2, j'en ai lu un samedi, j'en ai lu un dimanche, et attendez, c'est lequel? Ça c'est le deuxième, voilà, ça c'est le deuxième. Et ça, c'est le 3e. Et en fait, j'aime toujours autant. Donc, pour petit rappel de l'histoire, on suit Max qui, désolé pour le reflet de ma petite lampe, hein, mais bon, nous sommes en hiver, il fait toujours dégueulasse, il fait très noir, donc il faut de la luminosité pour illuminer mon teint et avoir l'air un petit peu moins cadavérique que dans la vraie vie. Donc voilà, ça fait des reflets tout moches, vous m'excuserez, hein. Alors, donc Max, c'est lui. Donc on est au Brésil dans les années 70. Max est français, il vient de France, il atterrit au Brésil et en fait il est à la recherche de son père parce qu'il n'a jamais connu son père, il ne sait pas qui c'est, sa maman n'a jamais voulu lui en parler et quand sa maman est décédée, il a retrouvé dans ses affaires 2 photos de lui et sa mère et en fait sur une photo ils étaient avec un homme et sur la seconde photo ils étaient avec un autre homme et donc il se pose la question, tiens, comment ça se fait que ma mère a gardé ces 2 photos? Potentiellement, l'un de ces 2 hommes, c'est mon père. Du coup, ces photos l'ont amené au Brésil, là où il est né. Et il est donc à la recherche de son paternel, de savoir qui est-il, etc. Et dès le début, on apprend qu'en fait, les 2 hommes sur la photo, c'était pas nécessairement des hommes très fréquentables. Hein. C'était un petit peu des malfrats. Voilà. Et en parallèle, on va suivre 3 copines. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, je vais regarder dans le résumé. Charlotte, Christelle et Corinne. Alors Corinne, elle travaille dans un bar donc au Brésil et Charlotte et Christelle sont venues rejoindre leur copine au Brésil parce qu'en fait elles vont remplacer un médecin dans un dispensaire. Elles sont toutes les 2 infirmières et donc pendant que le médecin part pendant 3 mois en Belgique faire sa vie, on ne sait pas trop quoi, elles en fait elles le remplacent et elles vont soigner donc les personnes qui nécessitent des soins au dispensaire. Sauf que sur le chemin
pour aller à l'aéroport, le médecin va trouver une fille qui a été blessée par balle et laissée pour morte, et il va la ramener au dispensaire, il va la soigner, et puis ensuite il va faire sa vie, donc il va partir à l'aéroport. Sauf que Corinne et... non, pas Corinne et Charlotte, Charlotte et Christelle, eh ben, elles vont remarquer que le fait d'avoir recueilli cette fille, de l'avoir soignée et de l'avoir donc sauvée, ah bah, ça ne va pas plaire à tout le monde, et elles vont être embarquées dans une histoire dans laquelle ni vous ni moi on aimerait bien être embarqués. Voilà. Et bah, donc on va suivre un petit peu les aventures de Max, qui va également vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre, et donc de ces trois jeunes filles, donc Corinne, Christelle et Charlotte, qui, voilà, il y a véritablement en fait un enfin un suspense qui entoure à chaque fois ces deux histoires, et je pense que in fine les deux histoires vont se rejoindre et ça va faire un seul et même suspense commun. Voilà donc un petit peu pour le résumé, donc ça c'est ce qu'on apprend dans le premier tome, et donc bah, bien évidemment dans le tome 2 et dans le tome 3, eh bien c'est la suite des aventures de Max, la suite des aventures de Corinne, de Christelle et de Charlotte. On en apprend pardon, un peu plus sur le paternel de Max, et on en apprend un peu plus sur bah, les problèmes dans lesquels se sont fourrées les infirmières. Eh ben, je peux vous dire que cette histoire, elle est ultra addictive. Franchement, j'aime énormément l'histoire de base, déjà. J'aime énormément comment l'histoire est mise en page, en fait, là. Donc, le découpage de l'histoire, le découpage des scènes, etc. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est bourré de détails. En fait, si on n'est pas attentif plus tard, on remarque qu'on a raté quelque chose qui aurait pu nous mettre à la puce à l'oreille sur l'identité de certaines personnes ou sur le déroulement de l'histoire. Je trouve que c'est bien rythmé, c'est addictif, et alors à chaque fois, les BD terminent sur un cliffhanger. Donc, une fois que j'ai eu terminé le tome 2, je n'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 3, ce que j'ai fait du coup dimanche après donc avoir été chez Stéphanie pour notre petit brunch de book club. C'était bien sympathique d'ailleurs de retrouver mes copines de book club. On s'est bien amusé, on a bien mangé, on a bien rigolé, on a bien papoté de livres. C'était trop cool. Et donc quand je suis revenue à la maison, bah j'avais fortement envie de continuer en fait donc la saga de Un putain de salopard. Et donc je n'ai pas hésité, j'ai sorti le tome 3 directement, je l'ai lu. Pareil, trop bien. Et ça termine sur un cliffhanger de ouf, à tel point que quand je l'ai lu, j'étais dans mon bain dimanche, parce que oui, je me suis permise de prendre également un bain dimanche. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis relevée et j'étais là, non, non, mais non. Et là, il y avait mon mari dans le bureau qui était, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait, mais non, mais en fait, il se passe ça, et oh, mon Dieu, mais quoi? Et bah, après avoir terminé ce tome 3, je n'ai qu'une envie, c'est de continuer le tome 4. Avec le tome 4 plutôt. Voilà, donc je n'ai pas encore lu le tome 4. Je pense que je vais me le lire ce soir. Parce qu'en fait, comme le week-end était terminé, j'ai sorti un livre de ma palle. J'ai sorti un Agatha Christie. Ici, c'est les 7 cadrans. Parce que voilà, je ne prends pas de BD avec moi pour aller au travail dans le bus, je trouve que c'est pas pratique. Donc j'avais envie du coup de me plonger dans un roman. J'ai choisi un Agatha Christie parce que j'ai remarqué que ça faisait quand même 1 an et demi que j'avais plus lu d'Agatha Christie, et ça commence à faire un petit peu long. Mais bien que l'histoire de ce livre soit très intéressante, je pense que là, ce soir, je vais lire le tome 4 de Un putain de salopard. Parce que j'ai trop envie, en fait, de clôturer cette saga. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe. J'ai trop envie de connaître tous les tenants et aboutissants des différents mystères. J'ai envie de savoir. J'ai plein de petites théories. Parce que vraiment, le mystère est épais. Il y a des révélations, mais moi, je suis un peu dubitative à ce sujet. Je sens quand même un petit peu qu'il va y avoir un coup fourré, qu'il y a eu des mensonges un petit peu quelque part et tout. Et donc, je me suis fait toute une petite théorie. Je me suis fait toute une petite, comment dire, une petite réflexion dans ma tête. Un petit, voilà, comment je pense les choses, comment je pense que ça va se dérouler. Voilà, j'ai plein de petites théories. Et je n'ai qu'une envie, c'est de savoir si ces théories sont bonnes ou pas. Enfin bref, j'ai envie de connaître la fin de l'histoire. Donc, je pense que là, ce soir, je vais lire le tome 4. Mais en attendant, je vous l'ai dit, j'ai sorti un livre de ma palle, donc un Agatha Christie. Alors ici, on est à Chimney, dans le domaine de Chimney, où il y a donc un... Comment on appelle ça? C'est pas un bourgeois, c'est un parvenu, en fait, un monsieur du peuple qui a eu de l'argent et qui
qui potentiellement va se faire anoblir. Il me semble qu'on a parlé de ça au début, mais bon bref, c'est pas... on s'en fout. Donc c'est en fait des personnes riches qui ont loué le château de Chimney et il y avait plein de jeunes qui étaient également présents. Et l'un des jeunes, il s'appelle Gary Wade. Et en fait, c'est toujours le dernier à descendre pour prendre le petit déjeuner. C'est un gros loir. C'est quelqu'un qui adore dormir et pour qui c'est impossible de se lever tôt le matin pour prendre le petit déjeuner. Donc il fait vraiment fi des convenances, il dort, il vit sa meilleure vie et il descend à chaque fois pour prendre le petit déjeuner très tard, aux environs de midi. Et donc en fait ses autres amis ont envie d'un peu se moquer de lui et de lui faire une farce. Et donc ils vont chacun acheter, ils sont 8, ils vont chacun acheter une pendule à la quincaillerie. Ah c'est compliqué ça. Ils vont chacun acheter une pendule à la quincaillerie. Lentement ça va, mais quand on a un petit peu le nez bouché, quincaillerie c'est pas un mot très facile à prononcer. Bref, donc ils vont acheter les fameuses pendules et en fait ils vont les régler pour très tôt le matin et une fois que Jerry va être endormi, ils vont rentrer dans sa chambre très discrètement, ils vont poser les 8 pendules dans sa chambre pour du coup lui faire une farce pour que ça sonne à 6h30 du matin et que pour une fois il se lève tôt. Sauf que les réveils sonnent effectivement, mais Jerry ne se réveille pas parce qu'en fait il est mort. Alors on pense que alors c'est pas un suicide, c'est pas un assassinat, on pense juste qu'il s'est trompé dans l'absorption d'une dose de chloral, mais la seule chose c'est que tout le monde se pose des questions en disant voilà le chloral c'est quelque chose que l'on boit pour dormir, mais sauf que lui il n'avait pas de problème pour dormir vu que c'était un gros loir, il adorait dormir, il dort, enfin voilà, il n'avait pas de problème de sommeil. Et puis ensuite, en fait, voilà, ça va rester là, c'est un accident. Mais la fille du propriétaire du château, donc la location de ces personnes riches, s'est terminée. Le propriétaire du château, qui est un noble, retourne dans le château avec sa fille, qui s'appelle Bundle. Bundle, je sais plus quoi, mais bon, on va l'appeler Bundle. En fait, elle a des petits doutes parce qu'elle va trouver des éléments dans la chambre du mort qui est en réalité sa chambre à elle. Et il va se passer quelque chose avec un autre ami de Jerry qui va également décéder. Et donc Bundle potentiellement se dit je crois que au final la mort de Jerry n'est pas accidentelle. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur. Potentiellement, ça pourrait être un meurtre. Et donc, je suppose que cette Bundle va enquêter, enfin là, en tout cas, où j'en suis, donc je suis à la page 52, elle commence un peu à poser des questions à droite et à gauche, et je pense que c'est elle qu'on va suivre pour élucider le mystère. Alors, je vous avoue que j'ai sorti ce livre un petit peu au hasard dans ma palle, parce que j'ai pas mal d'Agatha Christie quand même encore en attente, que je n'ai pas lu. Et je l'ai pris au hasard en fait. Franchement, j'ai pas réfléchi, j'ai pas regardé le nombre de pages, j'ai pas regardé le sujet, j'ai pas lu le résumé. J'ai fait un peu plif plouf plouf, le premier qui m'est tombé sous la main, c'était celui-là. Et donc je l'ai sorti de ma palle. Donc je ne sais pas si c'est un Hercule Poirot, je ne sais pas si c'est un Miss Marple. Je ne crois pas, on verra. Je vous en dirai plus dans le prochain vlog. Mais en tout cas, pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à le lire. C'est un Agatha Christie, donc bien évidemment, c'est bien écrit. C'est hyper mystérieux. On sent dès le début, on se doute bien, ils disent oui, non, c'est une erreur, c'est un accident. Nous, en tant que fins connaisseurs, en tant que fins limiers qui avons du nez, même s'il est bouché et qu'on n'arrive pas à dire quincaillerie, je vais y arriver, on se doute bien que c'est un meurtre qui va avoir un mystère extrêmement épais, comme Agatha Christie sait bien le faire, et qu'on va être berné, qu'on va être baladé de droite à gauche, et que la fin va totalement nous surprendre. Et voilà, donc là pour l'instant je prends énormément de plaisir, je trouve que c'est bien écrit, je trouve que le mystère s'épaissit peu à peu, la sauce commence à prendre, la mayonnaise commence à s'épaissir, et je trouve ça, franchement c'est assez chouette. J'aime bien le personnage de Bundle, je la trouve, elle est un peu tempétueuse, elle est un peu, c'est une fille de noble, elle a un petit caractère bien trempé. Je la trouve assez sympa, je suis curieuse de voir comment elle va évoluer au fil de l'histoire. Je suis
curieuse de voir ce que Agatha Christie nous réserve. Voilà, donc une chouette lecture que j'ai hâte de continuer. Et en plus, je l'ai dans une magnifique version, c'est les éditions du Masque. En fait, ils ont sorti des facsimilés prestige, donc en hardback avec les anciennes couvertures. Et pour d'autres livres, ils ont juste sorti voilà, la couverture en facsimilé normal, pas prestige, pas hardback, ni rien. Vous voyez, c'est un livre voilà, qui est tout mou. Mais je trouve que d'utiliser les anciennes couvertures, les couvertures vintage, c'est vraiment une trop belle idée. C'est un petit peu gâché par la tranche ici, mais bon, la couverture est vraiment magnifique. Et je sais, ces livres-là, en fait, je les ai... alors, je vais pas dire chinés parce que je les ai pas achetés en seconde main, je les ai tous achetés neufs. Mais je me souviens à l'époque, j'avais fouillé internet pour trouver tous les livres en fait avec donc les facsimilés sur la couverture parce que je trouve vraiment que c'est une édition trop belle et voilà, et donc j'avais fouillé je ne sais pas combien de sites internet pour tous les trouver et tous les acheter pour voilà, avoir une collection très jolie de ces éditions. Et moi j'aime particulièrement les livres des éditions du Masque. Le jaune est un petit peu voilà, criard et ça fait un peu mal aux yeux, mais j'aime bien le format, j'aime bien le toucher des livres, j'aime bien la mise en page. Donc voilà. Donc un livre, somme toute, très intéressant et en plus extrêmement joli. Et voilà, c'est sur ce petit commentaire esthétique que je clôture ce 42e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques en pilou-pilou ou pas. Allez, ciao!